Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des symptômes du bas appareil urinaire. Donc c'est un motif de consultation qui est fréquent en urologie. C'est l'ensemble des signes fonctionnels urinaires qui sont en relation avec un trouble de la vidange vésicale. Avant, donc, ils étaient regroupés sous le terme de trouble du bas appareil urinaire. Actuellement, on parle de symptômes du bas appareil urinaire. Une miction normale donc, doit être volontaire, complète, indolore, exclusivement diurne. Elle est aussi rapide et sans effort. Elle permet notamment d'éliminer 350 cc d'urine qui sont espacés entre 3 à 4 heures, donc au minimum 2 heures. Elle nécessite la coordination donc parfaite entre la contraction de détrusor, qui est le muscle vésical, et le relâchement des sphincters lisses et striés. Donc, il nécessite forcément la perméabilité des voies urinaires sous-jacentes. On va donc en parler de troubles du bas appareil urinaire, à savoir les symptômes obstructifs et les symptômes irritatifs. Ce qu'on appelait avant les symptômes obstructifs, c'était le retard au démarrage, la miction en pompe d'arrosoir, le jet faible, l'écoute retardataire, la miction en deux temps, la miction prolongée, la retention vésicale complète ou incomplète et le fuite urinaire par engorgement. Les signes donc irritatifs, c'était la pollakiurie, l'impériosité, les mictions nocturnes, l'urgence mictionnelle et le volume mictionnel réduit. Actuellement, c'est fini, on ne parle plus ni de troubles du bas appareil urinaire du bas appareil, ni des symptômes obstructifs, ni de symptômes irritatifs. Actuellement, selon l'incontinence, International Incontinence Society, il y a une nouvelle nomenclature. Il y a 3 catégories, à savoir les symptômes de la phase de remplissage ou de phase de retenue, les symptômes de la phase mictionnelle et les symptômes de la phase post-mictionnelle. Donc, de remplissage, c'est la pollakiurie diurne, c'est-à-dire l'augmentation de la fréquence mictionnelle qui doit être supérieure strictement à 7 jours, à 7 fois, c'est-à-dire à partir de 8. La pollakiurie nocturne, c'est-à-dire augmentation de la fréquence mictionnelle la nuit. Donc, le patient n'est pas couché. Le patient ne dort pas, mais augmentation donc de la miction de nuit. Le patient n'est pas encore endormi, on accepte une fois. La nicturie, c'est-à-dire le besoin d'uriner qui, ici, forcément, doit réveiller le patient. Là aussi, on ne tolère qu'un seul réveil nocturne. C'est pathologique à partir de 2. Et l'urgenturie, c'est-à-dire le besoin soudain qui est impérieux, donc fréquemment et irrépressible d'uriner. Qu'est-ce que c'est l'incontinence urinaire? L'incontinence urinaire, c'est la fuite involontaire d'urine, que ce soit à l'effort, qui peut aller jusqu'à l'effort donc à glotte fermée, un effort important, l'effort de tout, l'effort le rire aussi, soit l'incontinence urinaire par urgenturie, c'est-à-dire l'urgence, donc la miction qui est urgente, où il y a une impériosité mictionnelle, et elle va avoir forcément des fuites. Que ce soit mixte, c'est-à-dire les deux, à l'effort et par urgenturie. L'énurésie, c'est une miction qui est involontaire, elle est totale. Elle peut être une énurésie diurne ou nocturne. L'énurésie nocturne, donc l'énurésie lorsqu'elle se manifeste pendant le sommeil. Il y a l'incontinence permanente, c'est des fuites d'urine permanentes, donc c'est des fuites d'urine qui sont insensibles. La phase mictionnelle, donc les symptômes sont la faiblesse du jet, c'est-à-dire par le patient de diminution de la force du jet, la dysurie, c'est-à-dire la difficulté à uriner. Vous savez qu'une miction, elle doit être donc facile, totale et complète. Le jet haché, c'est-à-dire des mictions qui sont interrompues. Le retard d'initiation du jet, c'est-à-dire un jet hésitant. Le patient met du temps à pouvoir initier donc sa miction. La miction par poussée, c'est-à-dire un jet urinaire obtenu avec une poussée abdominale concomitante. La miction traînante, c'est-à-dire des gouttes terminales, donc achèvement progressif de la miction par un écoulement goutte à goutte, en fin de miction. Ça n'a rien à voir avec les gouttelettes qui sont retardataires, qui apparaissent après la miction, c'est-à-dire une fin de miction goutte à goutte. Et les symptômes de la phase mictionnelle, c'est-à-dire une sensation de vidange qui est incomplète, elle est subjective, certes, on sent que la vessie, le patient sent que la vessie donc n'est pas totalement vide.
Les gouttelettes retardataires, c'est-à-dire une perte involontaire d'urine survenant immédiatement après la miction, le plus souvent en quittant les toilettes. Par exemple, le patient quitte les toilettes et là, il trouve qu'il y a dans son slip, par exemple, des gouttes d'urine. Donc voici un tableau qui récapitule donc les différents symptômes qui sont classés par phase de remplissage mictionnel et de la phase post-mictionnelle. C'est très important. Donc l'examen clinique, c'est une étape capitale devant des symptômes du bas appareil urinaire, à savoir un interrogatoire qui est minutieux. Il faut rechercher ces symptômes un à un. L'évaluation des symptômes leur rend l'ancienneté. Il faut évaluer le retentissement sur la qualité de vie et chercher des complications. Donc, on utilise normalement un questionnaire qui est standardisé, qui est validé à CER, International Prostate Symptom Score. On va le voir après. Donc, on évalue l'état général du patient, les antécédents urologiques, d'urétrite, sondage, fracture du bassin, sténose urétrale, les antécédents médicaux, donc la prise de neuroleptiques, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, les prises médicamenteuses, surtout d'anticholinergiques, de neuroleptiques, d'antidépresseurs, qui ont une répercussion donc sur la miction, et l'évaluation de la fonction sexuelle. Voilà le score EPIRSS. Donc, un score où il y a 7 questions qui sont notées de 0 à 5. Après, on fait un score. Donc, léger, la symptomatologie elle est légère de 0 à 7, modérée de 8 à 19 et sévère de 20 à 35. Il y a aussi actuellement le score avec PSS qui est validé en langue arabe. Une autre étape de la démarche diagnostique, à savoir le calendrier mictionnel, qui est simple à réaliser, il est recommandé aussi. On met le volume de miction. On met aussi, est-ce qu'il y a par exemple des fuites, est-ce qu'il y a une énurésie la nuit. Donc tout doit être mentionné dans un calendrier qui est très utile pour évaluer donc la fonction plus ou moins on va dire urinaire du patient durant le 24 heures. Mais le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas un modèle consensuel. Donc voilà, il faut aussi un examen physique, palpation des fosses lombaires à la recherche d'un gros rein, la palpation de l'hypogastre à la recherche éventuellement d'un globe vésical, l'examen du méa urétral à la recherche d'une sténose, un examen neurologique périnéal à minima, la sensibilité, le réflexe anal à la toux. Donc aussi il faut examiner les orifices hernières à la recherche d'une hernie inguinale directe ou indirecte et d'autres signes d'insuffisance rénale, cutanée, anémie, etc. On arrive au toucher rectal qui est donc une étape fondamentale de l'examen physique. Ici avec précaution. Donc il faut le patient lui expliquer ce que c'est le toucher rectal. Le but, il faut donc préparer bien le patient. Se fait avant tout examen complémentaire, malade qui doit être informé. Au mieux, AVC vite pour bien palper donc, le bloc vésico-prostatique. Bimanuel, donc un doigt au niveau de l'anus et l'autre, la main, elle pousse donc l'hypogastre vers le bas pour faire abaisser le bloc vésico-prostatique pour mieux donc examiner la prostate. Donc il est bimanuel. Les limites de la toucher rectale sont l'obésité, le globe vésical, il y a une surestimation quand c'est un gros globe, et le lobe médian prostatique qui n'est malheureusement pas palpable au toucher rectal, il n'est pas accessible. Il y a plusieurs positions pour faire un toucher rectal. Nous, en urologie, donc, on préconise la position gynécologique pour bien palper la prostate avec les caractéristiques, donc avec un doigtier qui doit être avec de la vaseline. Un autre examen complémentaire donc, qui est capital, à savoir la démétrie, eh ben, c'est le seul examen qui objective et quantifie la dysurie. Il mesure le débit urinaire, à savoir donc le volume en fonction du temps pour nous donner une courbe. Il faut avoir un volume urinaire qui est supérieur à 150 cc pour l'interpréter. Donc le patient urine dans un disque. Il y a deux types
le débitmètre par la pesée, donc on ne le fait plus, il n'est pas très exact, mais avec le disque, donc le patient urine sur un disque qui tourne, avec donc il se crée un ralentissement du disque, et la force de ralentissement, donc elle est en quelque sorte, elle est compatible avec la débimétrie. Donc elle est corrélée à la débimétrie urinaire. Voici une courbe qui est normale, à savoir il faut chercher le débit max qui doit être supérieur à 15 ml par seconde chez l'homme et plus que 20 chez la femme. Vous voyez bien que le débit max il est supérieur chez la femme que chez l'homme pour des raisons évidemment qui sont anatomiques. Le débit moyen, le volume urinaire bien sûr et surtout l'aspect de la courbe qui doit être en cloche. Voilà. Vous voyez en haut A c'est une débimétrie qui est normale, B donc c'est une vessie un peu explosive qui doit être un peu trop remplie. En bas c'est une miction prolongée où l'aspect de la courbe il est un peu aplati, ça correspond plus ou moins à une pathologie prostatique, notamment une hypertrophie. La miction polyphasique, le D, c'est plus ou moins une pathologie neurologique. Et en bas, c'est une sténose érythrale, à savoir une courbe complètement plate. La biologie, donc il faut un ECBU ou des bandelettes urinaires pour chercher une hématurie, la leucocyturie, la présence de germes éventuellement. Un bilan rénal, il est non systématique en cas de retentissement de la pathologie sur votre appareil urinaire ou un patient qui a par exemple des pathologies qui peuvent affectuer donc la fonction rénale. Les PSA, on les fait lorsque le patient, donc lorsque certaines caractéristiques chez le patient, à savoir on peut pratiquer un dépistage, c'est-à-dire les patients qui ont un âge qui est supérieur à 50 ans et inférieur à 75 ans, et lorsque l'espérance de vie elle est supérieure à 10 ans, ou à partir de 45 ans, lorsqu'il existe des pathologies de cancer de prostate dans la famille. L'imagerie, l'échographie, elle n'est pas systématique, donc elle peut être soit abdominale ou au mieux endorectale. On cherche donc la morphologie des reins, du haut appareil, est-ce qu'elle est dilatée ou pas, de la vessie, est-ce qu'elle est une vessie qui est remplie, semi-remplie, les caractéristiques, est-ce que c'est une vessie de lutte, c'est-à-dire qui se défend, donc où il y a un obstacle, aussi la taille de la prostate, la recherche d'autres pathologies, la lithiase vésicale, la tumeur vésicale, et surtout pour évaluer le résidu post-mictionnel. Donc le patient va uriner et après on calcule le volume qui reste. UCR n'est non plus pas systématique lorsqu'il y a antécédent donc, de manipulation urétrale, à savoir les sténoses urétrales qu'on appelle donc qui sont idiopathiques. Les sténoses urétrales, donc scléro-inflammatoires, lorsqu'il y a dans un antécédent d'urétrite, c'est-à-dire inflammation de l'urètre, elle est indiquée donc, en cas de sténose urétrale ou lorsqu'il y a une sclérose du col, donc c'est une pathologie qu'on remarque après les résections, surtout de prostate. Les patients donc ils sont déjà réséqués. Le bilan urodynamique et les mesures de la pression de bille donc n'est pas indiqué systématiquement. Donc on mesure tout aussi bien le débit urinaire ainsi que la courbe de pression vésicale. Pourquoi? C'est un test qui est plus ou moins invasif. C'est les patients qui sont relativement jeunes, donc où on soupçonne donc une pathologie neurologique, ou chez les patients qui sont supérieurs à 80 ans, où il y a un résidu qui est très important. Pourquoi? Par exemple, lorsque les patients sont en neurologie, par exemple les parkinsoniens et les diabétiques, pour faire la part, lorsqu'il y a une dysurie, entre un obstacle et une vessie qui est hypotonique. Lorsque le débit il est bas, certes il est dysuриque, le patient donc c'est un débit qui est faible, mais quand on évalue la pression du détrusor vésical, on peut savoir est-ce que lorsque la pression vésicale elle est importante, donc il y a un obstacle. Lorsque la pression vésicale elle est basse et le débit il est bas, donc c'est un problème de contractilité vésicale. Lorsque le patient, par exemple, il est très âgé ou il est diabétique, etc.
ou lorsqu'il y a un échec d'un traitement invasif donc antérieur. La cystoscopie n'est pas aussi systématique à la recherche, par exemple, de tumeurs vésicales, euh, de calculs vésicales, donc c'est pas systématique, on ne la fait pas. Les étiologies sont multiples. Les signes obstructifs, à savoir l'obstruction sous-vésicale, le cancer, l'hypertrophie de prostate, la prostatite, la maladie du col, la sclérose du col, la sténose de l'urètre, le calcul entravé dans l'urètre, les tumeurs utérines, ovariennes qui compriment donc la vessie, le prolapsus génital aussi, et les causes neurologiques. Donc il n'y a pas d'obstacle fonctionnel, c'est une d'obstacle mécanique. Il n'y a pas d'obstacle mécanique. Il y a des vessies qu'on appelle neurogènes. Donc le problème au niveau de la contractilité vésicale, qui peut être centrale, savoir le traumatisme médulaire, la sclérose en plaques, le Parkinson, ou périphérique, queue de cheval, diabète, éthylisme. Il y a les causes fonctionnelles, les vessies claquées, c'est-à-dire les vessies dont le muscle ne fonctionne plus correctement. Lorsque la vessie est trop distendue, donc le muscle ne fonctionne plus. Et les désuréflexes secondaires à une pathologie anorectale, les hémorroïdes, les fécalomes. Il y a aussi les causes médicamenteuses. Devant les signes, ce qu'on appelait avant irritatifs ou de remplissage, donc il peut y avoir donc, des cystites infectieuses, les corps étrangers, le calcul vésical, la tumeur vésicale, donc toute pathologie qui peut irriter finalement le muscle vésical. La retention vésicale chronique, la vidange incomplète, donc l'hypertrophie bénigne peut donner des signes irritatifs. Lorsqu'il y a une obstruction, la vessie va lutter contre cet obstacle et y avoir donc des signes qu'on appelle des signes irritatifs. Lorsque la vessie, donc le muscle vésical, il lutte, il va donc se contracter plus que d'habitude et ça va créer des signes ce qu'on appelle irritatifs. La prostatite aiguë chronique, la sténose urétrale, donc toute pathologie obstructive vésicale peut donner des signes de remplissage secondaire à l'obstruction. En conclusion, c'est un motif fréquent de consultation en neurologie. Il faut savoir les rechercher et les connaître. Il faut évaluer donc le retentissement par un questionnaire standardisé, un interrogatoire et un examen physique complet et orienté, et savoir demander des examens complémentaires adéquats pour orienter éventuellement le diagnostic. Et je vous remercie.